Bonjour à tous, merci d'être présents à notre nouveau webinaire autour du déploiement de cas d'usage data dans un SI complexe. Donc voilà, comment y faire face, comment mettre en place un certain nombre de progressions, d'évolutions de façon progressive pour faire en sorte de pouvoir allier le déploiement des cas d'usage avec potentiellement un SI qui peut être un petit peu plus obsolète et amener un certain nombre de freins. Donc voilà, comment allier ces deux mondes pour faire en sorte de pouvoir déployer véritablement de nouveaux cas d'application concrets au sein de son entreprise. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de contenus que l'on propose autour de l'organisation data-centric. Donc, pour vous en citer quelques-uns, nous avions réalisé un dernier webinaire autour de la gouvernance des données, un autre autour de différentes pratiques pour assurer la qualité des données en entreprise, et puis également un certain nombre de livres blancs sur des sujets autour de la gouvernance, de l'organisation data, du data management, etc. Donc voilà, on a tout un corpus documentaire en fait qui est présent et disponible sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller consulter l'ensemble de ces ressources qui peuvent être utiles dans votre démarche. Donc je suis directrice marketing au sein de Data Value Consulting du cabinet de conseil et je suis aujourd'hui avec Abdelaziz Joudar, président du groupe Data Value Consulting. Bonjour. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui est de comprendre comment accélérer l'intégration des cas d'usage data dans le cadre de la stratégie data qu'on a mis en place dans un SI qui peut s'avérer un petit peu complexe. Donc, ma première question, plutôt contextuelle, est pourquoi finalement se lancer dans une opération d'évolution de sa plateforme data ? Nathalie, bonjour et merci pour l'introduction. Donc, pourquoi faire, je dirais, ces évolutions? Le système déjà pour poser un peu le cadre, et je pense que c'est important de le faire, aujourd'hui, on s'adresse essentiellement à un auditoire qui a un existant qui, dans certains cas, a vécu, qui, pour certains, a été dépassé technologiquement, pour d'autres, obsolescence un peu des outils, mais également des pratiques, de l'organisation qui peut-être s'est effritée un peu autour, etc. Donc aujourd'hui, on s'adresse essentiellement à une population, je dirais, d'entreprises clientes prospects qui ont un existant. On ne part pas de page blanche, donc tout ce qui a été fait avant dans le cadre du data management, de l'organisation, de la culturation, des plateformes, etc., concernait plutôt des réflexions partant d'une page blanche. Aujourd'hui, on part d'un existant. Et donc, pourquoi évoluer l'existant? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, le système de pilotage de l'entreprise, tel qu'on le connaît, qui permet de suivre un peu les activités les uns et les autres, marketing, RH, finance, les opérationnels, la production, même l'IT peut être soumise également à pilotage. Donc, le système de pilotage vit comme, je dirais, toutes les composantes de l'entreprise. Et ce système de pilotage, tel qu'on va le rappeler dans le slide juste après, peut être soumis à énormément de contraintes extérieures, avant de parler de l'intérieur. Et sur ces contraintes extérieures, donc, on a essentiellement le grand pourvoyeur d'évolution, de demande d'évolution, c'est la réglementation. On la voit sur des secteurs comme la banque, l'assurance, les BAL, les solvency, les transparency et tout ce qui a été amené après dans le cadre de la pharma, le secteur public aujourd'hui, énormément de suivi dans le cadre des politiques publiques, mais on a également la distribution qui subit également un certain nombre de contraintes, des fois des contraintes purement fiscales, financières, comme les IFRS et compagnie, et d'autres, on est plutôt sur des contraintes et des réglementations beaucoup plus fortes. Donc la réglementation apporte énormément de demandes d'évolution. On voit beaucoup de responsables data qui sont appelés régulièrement par les métiers et essentiellement les juristes, etc., pour leur dire, voilà, nous, comment pouvons-nous suivre tel événement, telle activité, comment pouvons-nous répondre aux contraintes réglementaires. Et effectivement, c'est quelque chose d'important. Il y a d'abord aussi l'environnement de plus en plus concurrentiel. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui suivaient le chiffre d'affaires de manière générale. Aujourd'hui,
on a une forte pression, en tout cas dans le cas des dépenses marketing, et on veut suivre vraiment le chiffre d'affaires par produit, par zone, par gamme de produits, par région, etc. Et je pense que la crise Covid n'a pas facilité les choses. Et aujourd'hui, en tout cas, on va dans le détail. Il y a également toute le côté l'hyper-personnalisation aussi qui ramène énormément de cas d'usage. Aujourd'hui, le client est volatile, les pratiques d'achat changent, je dirais le côté numérique de l'interaction client-entreprise aussi est assez riche et permet en tout cas à rééquilibrer un peu les pouvoirs entre le client et l'entreprise. Je dirais le client n'est plus captif comme avant, donc il faut, et notamment les directions de marketing aujourd'hui sont très très imaginatives de procéder d'approches nouvelles pour aller non seulement faire signer le client, mais le fidéliser, le gagner, le garder sur le. Donc, il y a énormément de choses également. Et puis, on a toutes les pratiques de veille concurrentielle qu'on fait dans la distrib, qu'on fait dans les banques, même les plus traditionnelles. Et toute cette, je dirais, ces dimensions extérieures aussi pratiquent une pression aussi importante sur les systèmes de pilotage. Et puis, on a l'intérieur. L'intérieur, aujourd'hui, c'est les délais d'obtention de l'information. Les métiers ne veulent plus attendre. Les métiers, aujourd'hui, et quand ils veulent avoir le détail d'une telle activité, il faudrait qu'elle soit là et que les équipes data, IT, en tout cas les gestionnaires de la data, répondent rapidement. La faiblesse de l'information disponible. Aujourd'hui, beaucoup de métiers, malheureusement, aussi souffrent parce qu'ils n'ont pas le détail pour pouvoir, en tout cas, aller plus loin dans l'analyse de leur activité, l'imagination d'actions correctrices qui pourront demain améliorer les choses. On a énormément de choses également sur Excel que les métiers veulent voir dans un entrepôt central. Et donc, on a énormément de demandes aussi pour pouvoir, en tout cas, automatiser ces informations et les partager, en tout cas, avec l'entreprise. La valorisation interne de la fonction. Aujourd'hui, vous êtes responsable RH, vous allez en comité stratégique, en CODIR, avec vos responsables, on vous demande un certain nombre d'analyses, surtout sur un écosystème de RH très, très, très flexible. Enfin, là, je donnais un exemple, mais on pourra appliquer ce cas-là à toutes les fonctions. Et il y a également la volonté aussi d'apporter de nouvelles méthodes de travail bâties sur, je dirais, la décision analytique autour de la data. Et ça on rejoint un peu les recommandations de l'entreprise data-driven. Donc, il y a beaucoup de pression et c'est toutes ces pressions internes et externes qui poussent aujourd'hui des existants de data qui je dirais, excusez-moi le terme, pépère, et qui aujourd'hui sont bousculés par des demandes qui viennent un peu de partout. Et le responsable data, des fois, se retrouve confronté à l'incapacité de répondre à toutes les demandes, l'incapacité d'avoir une vision pour la suite. Ils ne savent pas par quel bout prendre l'évolution. Et c'est ce qu'on doit en tout cas vous présenter aujourd'hui pour, à minima, avoir des idées sur les premières briques et les premiers chantiers annoncés pour pouvoir en tout cas faire évoluer l'existant et répondre à vos métiers. Exactement. Et d'ailleurs, donc il y a une personne qui répondait sur le chat en disant que les RGPD, notamment sur la partie réglementaire, qui est impliquée vraiment de pouvoir lisser un petit peu tout ce cycle-là. Sur ce slide-là, c'est essentiellement des exemples par fonction de l'entreprise de tout ce qu'on suit. Certains suivent déjà ça depuis un certain nombre d'années, d'autres s'y mettent. Là, on a évoqué essentiellement les fonctions transverses, mais demain, on pourra intégrer je dirais les unités opérationnelles, les points de vente, la R&D, les unités de production, etc. Et cela, on a vraiment une panoplie de tout ce que beaucoup d'entreprises suivent et en tout cas, certains peuvent aussi avoir plein de demandes ici de ce tableau-là. Et là, on n'est vraiment pas exhaustif, c'est quelques exemples. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, on en vient à la deuxième partie, comment se matérialise une évolution de la plateforme data, sachant que sur une enquête
qu'on a sorti assez récemment finalement auprès des directeurs data en France. Donc il y a une enquête qui a été menée récemment, pardon. Dans la question autour des freins à la réussite des projets data, on observe qu'il y a 21% des directeurs interrogés qui évoquent justement des technologies qui sont obsolètes ou limitées, et 21% également évoquent la difficulté à concevoir un petit peu des cas d'usage. Donc, je voulais voir un petit peu avec toi, effectivement, ce que tu pensais déjà de ce constat du marché, et puis, effectivement, comment mettre en place justement cette évolution-là. Merci Nathalie pour la question. Là, on démarre par quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un existant, la première demande qui vous arrive, c'est généralement un mail. J'ai envie pour répondre à tel besoin, de faire ceci ou cela. Donc, on est essentiellement sur du PowerPoint, sur du questionnaire, sur un bout de mail. Mais dans beaucoup d'organisations plus ou moins structurées, la demande vient à travers un catalogue de cas d'usage. Et le catalogue aujourd'hui du cas d'usage, qu'on soit dans les métiers, dans les fonctions, etc., soit il est matérialisé, centralisé au niveau d'une organisation, soit la data office, soit des représentants de métiers, des assistants à maîtrise d'ouvrage, des product owners, etc., qui font déjà ce travail de recensement. Soit on matérialise, je dirais, des titres à ces cas d'usage, et on laisse généralement l'équipe data ou l'équipe métier rentrer un peu dans le recensement. Et dans ce recensement, donc, il y a un certain nombre d'informations à recueillir sur le cas d'usage, son utilité, son utilité, les prérequis pour pouvoir le faire, les bénéficiaires dans l'entreprise. On peut également parler de sa complexité de réalisation. On pourrait également suivre un peu les statuts d'avancement des cas d'usage, parce qu'un certain nombre de cas d'usage, avant qu'ils arrivent à la data et qu'ils soient actés, organisés dans une roadmap, ils passent par, je dirais, les comités stratégiques data qui les intègrent déjà dans une liste budgétaire sur laquelle il faut trouver un certain nombre de conditions à la fois financières et capacité de réalisation des équipes pour pouvoir leur dénoncer. Mais la première chose qui enclenche la demande et la volonté de faire évoluer les choses, c'est les cas d'usage. Et les cas d'usage, comme vous le voyez sur le slide, donc on a aujourd'hui, ce travail-là doit être absolument formalisé de manière à vous donner des directives très claires pour pouvoir faire les évolutions. Et donc, c'est le premier point d'entrée. Et puis, la seconde matérialisation de ces évolutions viendrait aussi sur les impacts. Et les impacts, c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie des cas d'usage. Les impacts, donc, sur la plateforme. Et cette plateforme, donc, on l'appelle vulgairement plateforme parce qu'elle peut être un système d'information décisionnelle, une plateforme data, un data lake, parce que plein d'entreprises ont construit des data lakes de 2012 à 2016, 2017, et ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Aujourd'hui, les data lakes sont, je dirais, un peu pauvres en données, très pauvres en cas d'usage, et ne donnent pas satisfaction. Et aujourd'hui, on est en train on ne va pas donner des noms, mais on est en train de défaire ces data lakes pour construire des choses bâties sur une gouvernance de la donnée, une organisation, une vraie vision, et puis une plateforme qui soit là pour répondre au cas d'usage, mais pas l'inverse. C'est pour cela qu'on n'a pas parlé de cas d'usage juste avant, pour dire que le premier point de vigilance sur lequel toutes les entreprises doivent vraiment se focuser, c'est le cas d'usage. L'erreur monumentale de tous ces ratés qu'on est en train de voir sur le marché, c'est d'avoir acheté la plateforme, d'avoir investi sur des outils, etc., sans même parler aux besoins. Et ça, sans même pas parler au métier et des besoins. Et ça, je pense que si aujourd'hui on doit mettre des ratés sur les causes
plutôt des causes sur les ratés des plateformes data, on est essentiellement à minima autour de 60-65% de ratés essentiellement dus à cette inversion un peu des étapes et l'achat, l'acquisition des outils, des plateformes, avant même pas de parler de besoin. Donc, si on doit parler impact sur la plateforme, donc les impacts peuvent être je dirais de plusieurs natures. D'abord, la production de plus d'informations. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de clients, beaucoup de prospects nous disent mes marketeurs veulent avoir les détails des factures et j'ai quelques millions par jour et je suis dans l'incapacité, en tout cas, ces factures étaient gérées sur un autre socle, je veux aujourd'hui les intégrer, faire des agrégats dessus, etc. D'autres, notamment dans le monde de l'industrie, je veux que tout ce qui remonte des IoT, par exemple, de la chaîne de fabrication, les approvisionnements, etc., soit également intégré, etc. Donc, on a une vraie volonté d'intégrer un maximum d'informations. D'autres nous disent ma plateforme actuelle ne peut plus produire autant de rapports parce que aujourd'hui, à notre entreprise est intégrée une autre dans le cadre des fusions-acquisitions. On a plusieurs demandes suite aux travaux d'acculturation qu'on a fait. Beaucoup de demandes nous arrivent de tous les métiers, et même si l'entreprise reste de taille comparable sensiblement, on a une provision de demandes qui vient de partout. On peut également demander beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, quand on parle d'algorithmes de machine learning intégrés à côté ou dans ces plateformes, il faut aussi que le prérequis soit là pour pouvoir en tout cas améliorer la data et pouvoir l'embellir positivement dans tous les sens pour pouvoir produire des algorithmes qui soient, je dirais, conformes à la réalité. Et dans ce cadre-là, beaucoup d'entreprises ont enrichi par une multitude de variables croisées dans tous les sens les data. On est arrivé à quasiment à la limite de la complexité pour pouvoir en tout cas faire des algorithmes et les dérouler avec un maximum de variables de manière à mieux affiner le scoring sur un certain nombre d'opérations, qu'on soit sur les churn, appétence produit service ou d'autres. Et parmi aussi les impacts additionnels qu'on peut citer, c'est aussi l'ouverture à plus d'utilisateurs. On a vu récemment des industriels qui ouvraient le système de la plateforme data à leurs fournisseurs pour pouvoir suivre un certain nombre de choses, des mesures sur la qualité des pièces fournies, un certain nombre de prévisionnels de consommation de pièces, etc., et qui rajoutent, même si l'entreprise n'est pas sujette à la fusion-acquisition, on se retrouve avec plus d'utilisateurs, plus de demandes dans tous les sens à gérer. Et puis, également les nouveaux usages autour de la data. Aujourd'hui, non seulement les canaux de consommation sont beaucoup plus riches, mais on a énormément de variétés de cas d'usage qui peuvent venir enrichir un peu la consommation traditionnelle, réception de dashboarding, sa lecture, quelques analyses pour les experts, etc. Donc, on va beaucoup plus loin. Sur les impacts côté technique, on a également énormément de choses. Et je dirais même cette partie-là bouge autant que la partie métier, que la partie usage, que la partie utilisateur. Aujourd'hui, c'est les architectures techniques. La mode n'est plus à l'acquisition, l'upgrade de serveurs, de dimensionnement et de redimensionnement en fonction des usages, mais on est plutôt sur des opérations massives de migration vers le cloud. L'acquisition de nouveaux outils. On a récemment vu un client qui décale les changements et les upgrades de logiciels depuis pratiquement 7-8 ans. 7-8 ans, rien que 7-8 ans, dans certains cas, c'est la durée de vie d'un logiciel. Donc, le logiciel était déjà à la limite, je dirais, de la maintenance il y a 7-8 ans. Et donc, c'est vous dire la richesse de cas qu'on a aujourd'hui sur le marché. Et puis les systèmes opérationnels. À travers sa modélisation, à travers toutes les spécificités d'un socle data, on est capable de le délier aujourd'hui, d'avoir une forte indépendance vis-à-vis des systèmes opérationnels.
Mais malgré ça, on a beaucoup d'évolutions du système opérationnel, les ERP, leurs évolutions, les intégrations dans tous les sens, dans les directions marketing, donc ça bouge beaucoup, les Customer Data Platform bougent, les outils de gestion de référentiels, les MDM aussi s'intègrent de manière différente, etc. Et on a énormément de richesses sur la partie système opérationnel qui viennent aussi impacter le système data parce qu'il y a un lien fusionnel une fois qu'on est en production et tout changement, même si le modèle data est totalement décorrélé des systèmes opérationnels, il y a une forte indépendance et des impacts de part et d'autre. Les moyens humains aujourd'hui, qu'on soit sur du data warehouse traditionnel, qu'on soit sur du data lake, qu'on soit, les équipes bougent beaucoup de turnover, beaucoup de manières de travailler qui sont des fois très culturelles dans l'entreprise. Certaines entreprises ont démarré très rapidement sur toute la partie agile et aujourd'hui fonctionnent de manière agréable. On a eu des mouvements. Certains clients qu'on a vus nous disent « j'ai même plus de documentation parce que l'équipe qui était là n'a rien laissé et j'ai rien pu trouver, etc. » Donc, la dimension humaine, organisationnelle est très importante. Et puis, l'exploitation du système aussi qui peut également être impactée parce que en 5 ans, normalement, une production peut aussi changer quasiment toute sa manière de traiter les choses, d'administrer les outils, d'administrer les systèmes. Donc, les évolutions peuvent être de différentes natures. Et là, dans ce slide-là, on vous a recensé tout ce qui pourrait, en tout cas, venir à travers l'arrivée de nouveaux cas d'usage, avoir des impacts sur une plateforme data qui a vécu, qui a fait 100 ans, mais également qui représente un patrimoine qu'il faut aussi savoir évoluer et pour pouvoir accompagner les métiers. Si on doit décliner ça par famille aujourd'hui, je dirais que les impacts peuvent être perceptibles sur 7-8 familles. Donc là, on a utilisé les plus importantes, comme on l'a rappelé dans les exemples, les utilisateurs, les traitements, les logiciels, la data, mais la manière de faire les projets. Et ça peut aussi aller beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, accompagnons les projets, certaines entités sont aussi en train d'être l'objet de réflexions profondes. L'organisation, le data office, pardon, décorrélé ou pas de l'IT, proche ou pas des métiers, les différentes composantes du data office, est-ce qu'ils sont tous au niveau de l'organisation data, qu'est-ce que je dois laisser se rapprocher un peu des métiers, les data scientists ou demain d'autres profils. Donc aussi cette organisation dans le cadre de mouvements d'évolution en profondeur de ces plateformes data peuvent être aussi l'objet de grandes réflexions sur les projets. Donc il y a un petit lien entre l'organisation et la manière de dérouler les projets donc à travers les modes agiles, mais aujourd'hui sur la partie agile, beaucoup d'entreprises sont assez matures, en tout cas pour pouvoir concilier à la fois une organisation moderne, très proche des métiers, très réactive, et en même temps une équipe projet qui fait un delivery de manière assez agile et évitant en tout cas les effets tunnels qu'on a connus dans le passé. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, je pense qu'on a bien compris les problématiques et les impacts que cela pouvait avoir au niveau du SI à travers différents niveaux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dirait justement à une entreprise qui souhaite démarrer un petit peu ce projet de transformation du SI? Est-ce que tu as une approche en fait à partager? Bien sûr, la première chose pour nous à faire, c'est analyser son existant. Et aujourd'hui, quand on a une plateforme qui a fait ses preuves, mais qui a aussi suivi un peu le temps et ses impacts sur toutes les facettes qu'on a évoquées, il faut démarrer par l'analyse. Et quand on démarre par l'analyse, il y a à minima 5 familles à observer, à regarder. Cette rosace et cette analyse de l'existant chez Data Value se traduit par une vraie
expertise, puisqu'on l'a déroulé dans des grandes administrations, chez des industriels, des distributeurs, et qui aujourd'hui se manifeste sur le terrain par des grilles d'analyse. Et des grilles d'analyse de maturité et d'efficacité de toutes ces déclinaisons dans l'entreprise. La première des composantes, c'est essentiellement la composante métier. Donc il faut, tout en imaginant les cas d'usage qu'on souhaite à la fois industrialiser, intégrer dans la plateforme existante ou pas, imaginer un peu les spécificités de la data. Les spécificités aujourd'hui, on a plein de petites choses qui, dans le cadre de la réalisation de projets data, se différencient un peu des projets qu'on a l'habitude de faire dans le système d'information de manière générale. Et il faut les prendre en compte. D'abord, la vision pour aller vers cette entreprise data-driven, les cas d'usage, les différentes déclinaisons, à savoir les plateformes. Et quand on parle de plateforme, c'est les choix architecturaux, cloud ou pas cloud, comment je vais faire pour intégrer mes socles data dans le SI legacy traditionnel. Et tout à l'heure, on a évoqué un peu les systèmes opérationnels. Il y a également de grosses réflexions aussi sur certains paradigmes de l'architecture. Aujourd'hui, on voit arriver tous les 2 ans une nouvelle manière d'architecturer un peu les données, de les organiser dans le socle. Et puis, on a cette intégration, ce qu'on a appelé intégration de la stratégie des process et des indicateurs. Donc, il y a une vraie complémentarité entre les process métiers de l'entreprise et les indicateurs. Et c'est ce qui s'est traduit, en tout cas, on l'explique très bien dans un de nos livres blancs, les dashboards stratégiques de l'entreprise. C'est cette matérialisation également des process de l'entreprise au niveau des indicateurs. Aujourd'hui, qu'on fasse les dashboards pour la direction générale ou ces comités, les directeurs généraux, les patrons des fonctions, le marketing, la RH, la finance, les unités opérationnelles, on ne les fait pas de la même manière. Il y a un certain nombre de spécificités qui relèvent un peu de la data, mais il faut avoir une manière de concevoir tout ça pour partir de la stratégie de l'entreprise jusqu'à l'indicateur, en passant par les 3-4 couches, de manière à rester cohérent par rapport aux objectifs métiers que souhaite avoir l'entreprise. Et puis, il y a les itérations métiers. Tout à l'heure, on a parlé de cas d'usage. Les cas d'usage également doivent s'inscrire aussi dans une roadmap qui est soumise à validation lors des comités, qui, en plus, peut, en fonction de son déroulé, avoir des impacts sur tout le reste. Et là, je parle de la modélisation, de l'organisation de la data. Et quand on parle d'organisation de la data, il n'y a pas que ça. Il y a également toute la partie données personnelles, leur sensibilité, leur traitement, l'anonymisation, l'absolumisation qui doivent aussi figurer dans un socle data. Et beaucoup d'entreprises profitent de ces refontes globales pour aussi aborder ce côté données personnelles qui a été pour certains un peu délaissé. On a à peine entamé le mois de mai 2018 à l'arrivée de la réglementation les choses, et là on rentre un peu plus en profondeur. Puis il y a toute la partie gouvernance de la donnée, il y a la partie référentielle, la partie qualité. Donc toutes ces thématiques où on est proche, à la limite entre le métier et la data, doivent être aussi traitées dans le cadre de cette analyse du système existant, de manière à percevoir un peu toutes les faiblesses, mais également beaucoup de systèmes, même s'ils ont vécu 10-15 ans, il y a également de la force parce qu'on maîtrise le fonctionnel, parce qu'on maîtrise tout ça. Quand on parle de données, la deuxième dimension, il y a également les sources, l'anticipation de la volumétrie que pourrait apporter les nouveaux cas d'usage, la maîtrise de la qualité de données. J'intègre des sources nouvelles, je ne les connais pas. J'ai des appréciations de la qualité à dire d'experts, des personnes qui créent la donnée, mais tant que je ne les ai pas intégrés, je n'ai pas fabriqué mes indicateurs, mes dashboarding, je n'ai pas encore de vrais indicateurs sur la qualité de données. La gouvernance, est-ce que mes référentiels de ces nouvelles sources sont bons? Est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans mon master data management s'il existe, bien sûr, et je peux brancher une source vers le MDM. Là,
Je pourrais donner l'exemple sur la partie client, contrat, la partie produit, la partie organisation, etc. Donc, toutes ces dimensions ou tous ces référentiels traités dans un MDM peuvent aussi présenter dans certains cas un certain nombre de difficultés pour pouvoir intégrer de nouvelles sources. Donc, toutes ces dimensions, puis après, on a la partie organisation de la data. Les existants aujourd'hui que nous voyons sur le marché, donc on est vraiment sur un millefeuille avec des strates, la donnée brute, la donnée élémentaire avec ses différentes déclinaisons, j'ai la donnée référentielle, la donnée technique, la donnée historisée, la donnée agrégée, etc., etc. Et on est sur un certain nombre de strates. La nouvelle manière de concevoir les choses aujourd'hui peut un peu venir je dirais, en frontal avec cette organisation très historique et consensuelle qu'on a eue et qui a arrangé finalement tout le monde, puisque chacun voyait son intérêt sur une couche, et puis il y avait les data marts qui étaient des espaces dédiés au métier qui venaient concilier un peu du global vers je dirais, le départemental et faciliter un certain nombre de lectures. Donc aussi, il faut aussi prendre cette dimension. La dimension technologique exploitabilité, c'est aussi le troisième axe ici, le troisième volet. Il y a énormément de choses aussi à voir quand on fait l'analyse de son existant. Est-ce qu'aujourd'hui, tous mes composants fonctionnent je dirais, de point à point les uns avec les autres, quand on n'a pas un SI urbanisé avec des EAI, avec des bus bien imposés, en tout cas au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas quelques écarts, en tout cas, de connectivité entre un certain nombre de systèmes? Est-ce que les serveurs que j'ai, sur lesquels j'ai investi depuis 15 ans et qui sont là et qui me coûtent un bras au niveau de l'administration, qui me coûtent un bras au niveau de... Est-ce qu'ils ne sont pas, je dirais, aujourd'hui un frein au business? Est-ce qu'une migration dans le cadre de ces aspects-là vers le cloud ne va pas accélérer mon time to market et m'aider à aller plus vite? Est-ce que l'industrialisation et la pérennisation de la production à travers les solutions que j'ai aujourd'hui me permettent de me projeter à 5 ans? Parce que quand vous allez commencer à toucher, je dirais, en profondeur un système, il faut se positionner sur une échelle de temps de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, pourquoi? Parce que vous êtes sur un système qui a mis 10 ans pour se stabiliser et qui aujourd'hui englobe toutes les données de l'entreprise. Demain, pour pouvoir, dans le cadre de l'intégration de nouveaux cas d'usage ou de migration, etc., ne serait-ce migrer que l'existant, des fois c'est des projets de 6 mois à 1 an. Même quand on est sur de l'ISO-fonctionnel, sans rien changer à l'existant. Donc, on est essentiellement sur de la migration technique, technologique, soit de plateforme. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut maîtriser dans le cadre de ces analyses. Et puis, on a toute la partie offre-éditeur et constructeur. Offre-éditeur et constructeur, quand on est sur de la vieille conception, je dis beaucoup d'entreprises sont en train de refaire aujourd'hui les data lakes construits en 2012, 13, 14, 15. Je ne parle même pas de ceux qui avaient des data warehouse encore sur des systèmes qui ont fait leur temps. Et même sur ces aspects-là, aujourd'hui, il y a de vrais choix à faire. Soit je reste sur cette manière de faire les choses, soit je vais vers des choses qui sont beaucoup plus rapides et le cloud, malheureusement, aujourd'hui, va devenir un peu, je veux dire, le produit de base, le produit standard à 80% d'ici 2-3 ans. En tout cas, tous les projets qu'on démarre chez Data Valley aujourd'hui se font sur du cloud, excepté 1 ou 2 clients pour lesquels, et clients secteur public, où il y a encore quelques plateformes. Et puis, accompagnons cette troisième famille, technologie exploitabilité, donc il y a les hommes. Quand on parle des hommes, c'est un peu plus compliqué que les machines. Les machines, malheureusement, on fait un chèque des fois et on a réglé le problème. Les hommes, il faut gérer les changements. Vous avez des personnes qui, pendant 10-15 ans, ont travaillé sur le système. Donc, il faut les reformer, les acculturer. Il faut regérer les compétences. Et dans le cadre de toutes les roadmaps des effectifs des DSI, Office Data, etc., c'est les opérations qui se gèrent pour imaginer le système du moyen terme, à 3 ans, et imaginer les compétences qui vont avec. Parce que si vous construisez le système sans traiter la dimension RH, on va généralement vers des déceptions parce que c'est une dimension importante. Et puis, on a les relais de responsabilité. Tout à l'heure, j'esquissais un peu le sujet pour
parler de la data office, mais dans le cadre ne serait-ce que de la gouvernance de la donnée, sans parler au pluriel de manière générale, on a énormément de choses. La définition des rôles, la définition des responsabilités, caler ça sur les process, et puis faire fonctionner ça sur 2-3 cas d'usage et voir un peu le fonctionnement, puis maintenir ça dans le temps et imposer la simplicité dans le cadre de la gouvernance de données de manière à ne pas créer la rigidité et la complexité dès les premiers cas d'usage. Donc, démarrer crescendo, laisser l'organisation s'acculturer, prendre, je dirais, connaissance de tout ce qui a été mis sur la production de manière à continuer. Et puis, on a les architectures. Les architectures, c'est un sujet très, très, très important. Et puis, c'est un sujet qui est très en lien avec la technologie d'exploitabilité. Là, les architectures aujourd'hui, non seulement on a des paradigmes assez importants en termes de choix d'architecture que nos amis d'architectes savent mieux maîtriser que moi et sur lesquels ils rentreront dans le détail, mais il y a de vrais paradigmes à avoir et sur lesquels il faut faire des arbitrages. Mais il y a également ce que j'évoquais, la partie cloud ou pas cloud. Et si je parle cloud, quel module, quelle optimisation, des effets costing très importants. Donc, il faut bien choisir ces modules, bien les activer de manière à optimiser la facture pour que le cloud ne devienne pas un fardeau très rapidement. Et puis, il y a toute cette intégration dans l'architecture d'entreprise. Quand on parle de flux d'informations, de données entre les systèmes opérationnels et les sources de data, on parle essentiellement d'intégration d'un système dans votre legacy. Donc, il y a énormément de points de prérequis. Et là, je vous amène sur notre livre blanc plateforme qui a donné beaucoup de conviction sur le point et sur le sujet. Donc, si là, j'ai fait le tour un peu des 5 familles, sachez que dans le cadre d'une analyse du système existant, ces 5 familles, à travers tous les axes que je viens de citer, se matérialisent par des notes d'obsolescence, des notes, je dirais, de maturité, et qui vont guider tous les travaux qu'on suggère à nos clients dans la suite de cette réflexion. J'ai des cas d'usage, j'ai fait mon analyse d'existant. Cette analyse d'existant nous permet d'avoir une roadmap avec un vrai enchaînement de projets. Est-ce que je change mon socle ou pas? Et là, on est généralement assez friand de proposer plusieurs scénarios à nos clients de manière à les amener vers le chemin le plus simple pour répondre au métier. Et ce chemin le plus simple, des fois, je dirais, se matérialise aussi par l'acquisition de plateformes cloud très rapidement de manière à opérer aussi certaines migrations de l'existant et favoriser l'accélération des choses. Cette roadmap aussi se matérialise aussi par des projets. Des projets, généralement, on les conçoit pour nos clients de 3 à 6 mois, pas plus, de manière à faciliter l'avancement et montrer des réalisations très rapidement au métier et au reste de l'entreprise. Et puis, le costing de chaque projet, l'ordonnancement, les prérequis et les liens entre projets de manière à faciliter les choses. Donc, vous partez avec un système qui a fait 100 ans, vous passez la première étape, l'analyse de l'existant, et cette analyse de l'existant vous permet d'avoir la roadmap qui va industrialiser vos projets, qui va industrialiser vos cas d'usage, et vous permettre en tout cas d'aborder les chantiers sur 3 ans, de manière à non seulement à migrer l'existant, mais à intégrer de manière fluide tous les cas d'usage qui peuvent venir. Ok. Et peut-être très rapidement, si tu veux parler des différentes étapes. Donc là, effectivement, j'ai fait la première étape, c'est l'étape 1. Donc j'ai fait l'analyse de mon existant avec tout ce qui s'accompagne autour de la gestion des cas d'usage, l'étude de leur faisabilité, la préparation de ces passages de go no go dans les CODIR, les comités stratégiques pour pouvoir avoir l'aval, les budgets, etc. Et puis, une fois qu'on a passé l'étape de décision, donc on entame la partie projet sur laquelle aujourd'hui on est assez confiant avec un certain nombre de convictions et notamment l'organisation qui aujourd'hui est vraiment le point qui fait dérailler beaucoup de projets.
Donc l'organisation est importante. Qu'on soit encore sur un modèle hybride, cycle en V agile ou en full agile, il faut absolument travailler cette partie-là parce que les systèmes qui ont vécu ont généralement laissé sur les hommes un certain nombre de pratiques, un certain nombre de manières de faire, et il faut absolument aborder l'acculturation avant d'aller plus loin. Et puis, la seconde partie, la 4, et pour finir avec ça, donc c'est vraiment faire tout pour qu'on soit sur après sur des projets à 3 mois et rarement au-delà, quitte à segmenter un peu les projets, trouver les compromis avec les métiers, avec les assistances à maîtrise d'ouvrage, avec en tout cas les donneurs d'ordre des projets, mais installer la flexibilité et faire des petits bouts de chemin qui vous permettent de sécuriser un peu la trajectoire. Très bien. Quelques mots sur Data Value Consulting rapidement. Data Value Consulting est une jeune entreprise spécialisée sur la valorisation de la data. Donc, on intervient sur toute la chaîne de valeur, du conseil très amont, conception de stratégie data, travail avec les métiers sur les cas d'usage. On va jusqu'à la partie data management, c'est-à-dire accompagner les entreprises en projet by design sur la partie gouvernance, sur la partie qualité de données, la gestion des référentiels et peu importe ses déclinaisons. On accompagne également les entreprises sur l'organisation de la donnée, le traitement de leurs données sensibles et la manière de se prémunir et d'être, je dirais, compliant par rapport à l'organisation. Mais également, demain, on fait de la maîtrise d'œuvre pour les projets de nos clients. Et puis, toute la problématique d'acculturation. Aujourd'hui, on accompagne 2 grands ministères sur l'acculturation autour de la data, à des programmes interministériels pluriannuels, mais également on peut aborder les autres composantes du conseil autour de la data, la conception d'organisation et notamment d'organisation de data, les accompagner à travers la mise en œuvre de premiers cas d'usage avant de les laisser prendre la main sur leur autonomie. Donc, Data Value, s'il y avait juste un chiffre à retenir, c'est les 60% de projets au forfait qu'on fait annuellement pour nos clients. Donc, un engagement de résultat et certainement l'arrivée sur les projets avec des dispositifs complets pour pouvoir traiter toutes les problématiques que peuvent receler les projets de nos clients. Voilà. Super, merci beaucoup Abdelaziz. Donc merci à tous d'avoir été présents à ce webinaire. N'hésitez surtout pas, si vous souhaitez encore poser des questions, on peut y répondre en direct. Si vous souhaitez aussi être rappelé dans la foulée ou dans l'après-midi pour échanger sur des sujets plus spécifiques, vous pouvez soit nous le notifier sur le chat de Livestorm, ou alors voilà répondre, nous envoyer un email en fait cet après-midi. Marie vous proposera du coup quelques documents en fait dans la foulée là-dessus pour approfondir l'échange. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas vraiment pour votre présence à ce webinaire. Donc effectivement, comme je vous le disais, on a plein de ressources, on a plein de publications et surtout, on est vraiment disponible pour échanger sur tous ces sujets en one-to-one donc avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Abdelaziz. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, à très bientôt en tout cas pour de prochains webinaires à ce sujet. Merci beaucoup. Merci.